Vous êtes sur les ondes de Radio Poker qui vous est présenté en collaboration avec princepoker.com. Voici votre animateur, Fred Forget. Bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Radio Poker. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 mars 2014. Et vous savez, nous avons eu des problèmes techniques en début d'émission, ce qui fait que ça a été difficile pour nous de se faire entendre via le web. Mais sachez une chose, tout est réglé et nous allons faire en sorte que le problème ne se répète pas dans les émissions futures. Donc, aujourd'hui, vous le savez, c'est Jonathan Duhamel qui est en entrevue avec nous. On a préenregistré cette entrevue-là la semaine passée. Ça a été fort agréable. J'ai bien aimé rencontrer Jonathan Duhamel. Et donc, sans plus tarder, je vais vous faire écouter cette entrevue. Et au retour, je vais parler d'actualité avec Philippe Jeté de princepoker.com. Cette émission vous est présentée en collaboration avec princepoker.com. Jonathan, bienvenue à l'émission. Ben, merci. Salut Joe. Ça fait très plaisir de t'avoir avec nous. Écoute, on va parler poker pendant un certain nombre de temps. On a une couple de questions à te poser, puis aussi t'apprendre à te connaître, parce qu'il y a des gens qui te connaissent par ce que tu as fait, mais on va parler pas nécessairement de poker, on va parler d'une couple d'affaires aussi, de tout et de rien. Fait que, on va y aller comme ça. Écoute, là, présentement, dernièrement, si on fait un petit résumé rapide des derniers temps, tu as eu le AC Millions qui a eu lieu. Tu as fait un bon, quand même, résultat, je mets ça en guillemets, malgré tout. Peux-tu nous en parler un peu là, de ton voyage, comment ça a été, puis comment tu l'as aimé? Ça a été un super beau voyage. J'étais en Australie, c'est tout le temps le fun d'aller là-bas. Côté poker, j'ai fini à 25e dans le main event. C'est un bon résultat. Je pense qu'il y avait 670 joueurs environ. Ça a juste donné 35 000 $, ce qui c'est pas tant que ça quand on regarde que le premier faisait 1,6 million, mais c'est quand même un très bon score de finir 25e. C'est tout le temps le fun. C'est mon premier en 2014. Les Bahamas, c'est un peu moins bien passé. L'année vient de commencer un peu pour moi, puis c'est le fun de faire ça. Melbourne aussi, c'est une ville qui est magnifique. Je suis absolument en amour avec cette ville-là. Même chose pour Sydney aussi, que j'ai visité par après. Fait que c'est le fun. C'est loin en avion, c'est pas à côté, c'est sûr, mais ça vaut la peine parce que c'est une méchante belle place. Je suis curieux, Joe, dis-moi, une 25e place pour toi. On sait évidemment que quand tu te rends à 25e, tu aurais tout aussi bien pu faire une table finale et toucher le vrai argent. Est-ce que, avec les résultats peut-être qui sont attendus de toi ou les résultats que toi-même, la pression que tu te mets, est-ce que tu es satisfait d'une 25e place en te disant je me suis rendu suffisamment loin pour être dans la variance ou est-ce que j'aurais très bien pu gagner ou au contraire, le fait que ce soit un montant relativement faible par rapport à ce que tu aurais fait avec un top 5, disons, ça te déçoit? Je pense que c'est les deux. Tu sais, je veux dire, les attentes, c'est moi qui s'y mets. Je suis un gars qui se met beaucoup de pression sur moi-même pour performer, pour avoir des bons scores. Quand tu finis 25, tu sais, tu regardes ça 25e sur 670, c'est pas mauvais, c'est sûr, c'est bon. Mais c'est sûr que quand tu te rends là, t'espères mieux. Quand tu te rends aussi loin, t'espères d'au moins faire la table finale puis d'essayer de gagner le tournoi. C'est sûr, le gros de l'argent, c'est tout le temps les top 3, top 5. C'est là que tu essaies de te rendre. C'est ça qui est dur avec de jouer des tournois. Des fois, tant que tu ne gagnes pas, tu ne seras pas satisfait. T'as beau finir 2e, t'as beau finir 8e, 25e, tu ne seras pas satisfait. Fait que c'est bon, puis c'est pas mauvais, puis ça donne un bon boost, ça commence bien l'année. Mais tant que tu n'as pas gagné, tant que tu n'as pas le trophée dans tes mains, tu ne pourras jamais être 100% satisfait. Durant les AC Millions, il y avait, tu en as sûrement entendu parler d'ailleurs, Joe Hachem qui avait fait une sortie à Poker News par rapport au fait qu'il était déçu de voir que les nouveaux ambassadeurs du poker ne soient plus aussi, comment je pourrais dire ça, aussi impliqués dans l'industrie qu'avant, que les anciens champions. Il t'avait épargné, chanceux, parce qu'il avait dit que c'était un de tes préférés. Mais est-ce que tu es d'accord un peu dans ce sens-là? Parce que je me rappelle, déjà, je vais faire une petite parenthèse avant de te laisser répondre. Je me rappelle qu'en 2010, le décembre 2010, tu avais fait une entrevue dans un magazine, Poker News. Et là, on fait un bon retour en arrière. Là. Et il y avait une des questions, justement, si la personne t'avait demandé si tu étais content de devenir un ambassadeur. Et tu avais dit oui, j'ai hâte de le devenir, tout ça. À partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu aimes ton rôle d'ambassadeur? Puis si oui, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce rôle-là? C'est sûr que quand j'ai dit ça en 2010, je pense que je réalisais pas tout ce que ça impliquait de, entre guillemets, être un ambassadeur pour le poker. Ce sujet-là a beaucoup fait parler dans les 2 dernières semaines.
bon, il y a Joe Hashem avec ce qu'il a dit, il y a Daniel Negreanu qui en a parlé beaucoup, il y a Phil Galfond qui a fait un super bon blog aussi sur le sujet. C'est vrai que le champion du monde, le gagnant des World Series, a un certain rôle d'ambassadeur, si on veut, qui est donné. T'as comme pas le choix de l'avoir, fait que ça vient avec. Il y en a qui décident d'y aller avec ça, il y en a qui aiment moins ça dépend des personnes. Tu sais, moi, je me souviens en 2010, quand j'ai gagné, j'étais aucunement à l'aise de faire une entrevue, aucunement à l'aise devant une caméra. Mais c'est des choses que tu apprends, à force d'en faire, tu viens plus s'habituer, puis tu apprends à en faire. Mais il y a d'autres joueurs aussi, je pense à Greg Merson, que lui, il aime beaucoup mieux jouer en cash game. Fait que même après avoir gagné, mais il l'avait dit que je vais faire moins d'entrevues, je vais me concentrer sur les cash games beaucoup plus que les tournois. Et ça, il faut respecter ça. C'est une question de choix. Moi, de mon côté, j'en ai profité pour jouer plus de tournois, me concentrer sur les tournois. Je voyais ça comme un bon challenge pour moi de voyager un peu et de jouer dans les gros buy-in, dans les gros tournois. Puis c'est ça que j'ai aimé et que j'ai commencé à faire depuis 2010. Viens avec ça quand tu voyages, puis quand tu es présent sur les tournois live, il y a les entrevues, il y a tout ça qui vient avec. Puis c'est un rôle qui te donne, mais moi j'ai comme décidé de le faire. C'est quelque chose de nouveau, tu n'as jamais fait ça avant. C'était complètement nouveau à ce moment-là de faire des entrevues, peu importe, faire une émission de télé, des choses comme ça. Puis c'était le fun à faire, c'est encore le fun à faire. C'était comme un nouveau challenge que j'ai décidé d'aller de l'avant, puis de le prendre. C'est pas pour tout le monde, mais moi personnellement j'adore ça. Parce que c'était un de tes... je pense que c'était un de tes craintes, justement, de dire... ou d'avoir peur que les gens pensent que, bon, il a gagné le main event, c'est un coup de chance, puis tout ça, mais... Donc, tu t'es donné une pression supplémentaire en disant, non, c'est pas juste un coup de chance, je vais le prouver, d'ailleurs, en essayant d'avoir des meilleurs résultats ou garder, dans le fond, le pace pour rester dans l'élite. Ouais, ben c'est sûr, il y a plusieurs façons de le voir. L'idée de refaire un autre score, moi, c'est juste que c'est de la pression que je me mets. Fait que si je pourjoue un autre tournoi, une semaine après, 2 semaines après, ben, je veux le gagner, c'est sûr. Fait que j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de me prouver ou quelque chose. J'ai tout le temps cru que moi, j'étais un bon joueur. Mais c'est sûr, c'était le fun de faire des scores tout de suite après. Reste que, en étant quelqu'un compétitif, quand tu rentres dans un tournoi, tu veux le gagner. Fait que le tournoi que j'ai fait tout de suite après, c'était une pression que je me mettais à moi-même parce que je peux t'entendre ça. Si on en reste avec Joe Hashem, il s'est aussi attaqué à l'attitude générale des jeunes pros. On s'entend que ça a changé pas mal dans les 10 dernières années. La moyenne d'âge du professionnel moyen à une table de cash game ou de tournoi rendu très jeune, en disant que ces joueurs-là devraient avoir la responsabilité de maintenir une ambiance agréable, que leur attitude avec leur iPod ses oreilles, de ne pas dire un seul mot, de prendre ça comme carrément un métier de drabe, faisait que sur le fond, il n'y avait plus d'amateurs qui avaient du plaisir à jouer, donc ça réduisait le bassin. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une réelle responsabilité des joueurs? Dans ce que Joe disait, il y a quand même beaucoup de vérité. Si on regarde dans les dernières années, la tangente un peu que le poker a pris, que surtout les tournois de poker en live ont pris, il y a beaucoup de bons joueurs qui jouaient uniquement sur Internet qui commencent à faire des tournois en vrai. Beaucoup de joueurs, dans le fond, des plus jeunes qui ont beaucoup moins d'expérience à jouer soit dans un casino ou juste avec d'autres personnes. Parce qu'ils sont habitués à jouer devant leur ordi. C'est que, dans le fond, tout le monde, c'est un peu le phénomène de Tom Dwan à la télé, que ça a été le premier qui parlait pas, qui prenait beaucoup de temps pour chaque décision. Puis il veut pas, c'est un des plus grands gagnants à ce moment-là. La plupart des jeunes ont pris exemple sur lui. C'est de réaliser, dans le fond, moi je pense que c'est ça le plus important, de réaliser puis de pas oublier que le poker c'est une game pour s'amuser, c'est pour avoir du fun. Fait que quand tu lâches ton ordi pour aller jouer dans un tournoi, c'est de pas oublier que tu es en présence de personnes, tu es avec des vrais gens, il faut que tu interagisses avec ce monde-là, il faut que tu sois capable de leur parler. On parle pas d'avoir une grosse discussion ou quelque chose, mais juste d'être capable de, s'ils disent salut, d'y répondre, d'y sourire, des petites choses à gauche et à droite. Pas d'écouter sa musique, c'est correct, mais moi je l'écoute des fois, mais c'est pas de l'écouter tout le long du tournoi. C'est juste des fois c'est long un peu, ça fait 6-7 heures que tu joues, bon, t'écoutes ta musique un peu pour te remettre dans l'ambiance. C'est juste, je pense, une façon générale de voir ça. C'est pas envers les champions du monde, c'est pas envers des gens en particulier. Je pense que c'est vraiment de ne pas oublier, parce que veux pas, il y a de plus en plus de jeunes qui jouent au poker à cause d'Internet. De réaliser ces jeunes-là, quand on s'en va en vrai pour jouer, qu'on est en présence d'autres personnes, il faut que la game soit le fun, il faut que ça soit le fun pour tout le monde. Puis il faut que les personnes, je veux dire, les businessmen, les personnes qui ont moins d'expérience, qui jouent ces tournois-là, il faut qu'eux autres aussi aient du fun, ce sont eux qui reviennent. OK. Si on recule un peu et qu'on parle de ta vie de joueur de poker en général, toi, carrément,
tu as vécu le plus gros des succès en gagnant l'événement principal des séries mondiales. Tu dis dans plusieurs entrevues que tu n'as pas changé beaucoup, mais nécessairement, ça a changé ton mode de vie. Ton quotidien, lui, a changé du tout au tout. On est curieux de savoir qu'est-ce qui n'a pas changé chez Jonathan, qu'est-ce qui est resté intact si on t'aurait rencontré il y a 5 ans par rapport à aujourd'hui, puis au contraire, qu'est-ce qui a changé le plus dans ton quotidien? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Je pense que c'est plus facile. Je veux dire, toi, Phil, tu me côtoies souvent, mettons, en dehors des caméras, des émissions de télé. La personne que je suis n'a pas changé. Ça veut dire qu'avec mes amis, avec ma famille, je suis la même personne. Je suis super open à avoir une discussion avec n'importe qui, à serrer la main, à passer du bon temps avec n'importe qui. Moi, ça change pas. Fait que ça, c'est vraiment facile. Puis c'est juste de rester une personne, puis de ne pas oublier d'où ce que tu viens, de tes racines, c'est de où, puis c'est qui tu étais avant de gagner ce championnat. C'est juste d'être une bonne personne. Puis moi, j'ai tout le temps été comme ça. Ce qui a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Juste le fait de faire des entrevues, puis des choses comme ça, c'est complètement nouveau pour moi. D'aller à l'épicerie puis qu'il y a du monde qui te reconnaisse, qui te serre la main, ou du monde qui veut prendre des photos avec toi, c'est complètement nouveau aussi. Fait que c'est des choses que tu t'habitues à faire. Il y a tout le temps des moments que tu es plus fatigué que d'autres. Des moments des fois que tu es plus dans ta bulle un peu, mais c'est d'être capable quand même d'interagir avec les gens qui te rencontrent. Puis pour le reste, c'est juste beaucoup de voyagements, beaucoup de choses différentes. C'est complètement nouveau, mais c'est beaucoup de fun. Puis à travers tout ça, parce que on s'entend, tout le monde y a rêvé. Il n'y a pas un joueur de poker qui n'a pas rêvé de le gagner, l'événement principal, de faire les 4 coins du monde, de voyager, d'avoir ce type de vie-là. Mais on s'entend que toi, tu l'as vécu, ça fait plusieurs années que tu le vis, ça doit pas toujours être rose. C'est quoi le plus difficile? C'est quoi qui s'est montré être le plus grand défi là-dedans? Le plus grand défi, depuis que j'ai gagné en 2010, c'est ça, tous les voyages. C'est sûr que d'être loin de la maison, d'être loin de mon petit Boucherville, de la famille, les amis, tout ça, des fois, ça te manque un peu. Là. Tu réalises... Le mois passé, tu étais en Australie, c'est super le fun, puis j'adore faire ça, puis j'adore d'avoir la chance de voyager comme ça. Mais des fois, ça arrive une soirée, tu dis, me semble que je serais à la maison, me semble que je verrais mes chums, ma famille, quelque chose de même, puis je passerais du bon temps. Fait que c'est des choses qui changent un peu, mais en même temps, je pense que j'apprécie puis je réalise toute la chance que j'ai de pouvoir voyager comme ça, de jouer dans les gros tournois. C'est un challenge à tous les jours de jouer contre les meilleurs joueurs au monde, mais c'est beaucoup de fun, puis moi j'adore faire ça. Toi, Joe, tu les joues, les main events à 5 000, les main events à 10 000, et tu joues aussi plusieurs high rollers à, disons, 100 000 Est-ce que le niveau de plaisir est le même? Est-ce que tu as plus de plaisir à jouer un high roller à 100 000 parce que nécessairement l'enjeu est plus gros, ou c'est du pareil au même pour toi? Disons, dans le main event, la différence, je pense, la plus grande différence, c'est dans les premiers niveaux. Les premiers niveaux d'un main event, des fois, il n'y a pas d'ante, juste pour commencer. Ça va être 9 ou 10 dans le il n'y a pas d'ante, donc c'est plus tranquille un peu. Il y a peut-être un petit peu moins de papillons, si on veut. Okay. Les premiers niveaux d'un high roller à 100 000, il y a des anti en partant. Une table de 5-6 contre des meilleurs joueurs au monde, vraiment des top joueurs. En partant, tu sens un peu un petit papillon, quelque chose, que ce ne sera pas facile. Mais dès que tu arrives plus loin dans un tournoi, un jour ou deux ou peu importe, c'est pas mal équivalent, même que dans un main event, c'est plus gros. Parce que le prestige est plus gros de gagner un main event? Ou... souvent, c'est que le main event va avoir beaucoup plus de joueurs dedans. Okay. Un high roller va avoir 40-50 joueurs. Fait que de faire la table finale, c'est le fun, mais c'est pas si exceptionnel que ça. Faire la table finale d'un tournoi qui a 700-800 joueurs, là, ça, c'est quelque chose. Les blinds sont rendus super gros. Ça fait 5 jours que tu joues. Le thrill, l'adrénaline est différent, si on veut, parce que ça fait beaucoup plus longtemps que tu joues, puis on dirait que tu as travaillé plus longtemps puis plus fort pour te rendre sur la table finale. Okay. Justement, quand tu t'engages dans des tournois qui peuvent durer très longtemps, une couple de jours, as-tu un rituel? Je dirais un rituel de joueur de poker, des gens, OK, j'arrive là, je vais faire, mettons, je me promets de faire telle affaire, tel exercice, telle sortie, T'as-tu un rituel, un pattern qui se répète? C'est drôle, puis c'est pas la première fois que je me fais poser cette question-là. Quand je joue au hockey, j'ai un rituel. Le temps de mettre mon stock droit avant mon stock gauche, tout le temps. Quand je joue au poker, j'ai pas vraiment de rituel. Mais c'est des choses que tu essaies de faire un peu tout le temps. Avant un tournoi de 5 jours, c'est important d'être bien reposé, d'arriver, d'avoir une bonne nuit de sommeil avant le tournoi, de bien manger pour être capable de t'offrir pendant 12 heures. Tu vas arriver en forme physique aussi, parce que c'est ça, quand tu es assis sur une chaise pendant 12 heures, ça a l'air facile, mais ton cerveau travaille tout le temps. Il faut que tu sois quand même en bonne forme pour être capable de rester allumé pendant 12 heures et prendre des bonnes décisions tout le long du tournoi. Fait que c'est pas vraiment un rituel, mais c'est juste d'être sûr d'être reposé et d'arriver en forme. On revient, pour terminer, dans le terme des high rollers puis le fait que ces tournois-là coûtent tellement cher et tout.
quand on reparle du rêve de gagner la Série mondiale de poker, on pense aux millions. Probablement que la première chose que tous les joueurs espèrent, c'est se dire « Bon, j'ai plus besoin de travailler une journée dans ma vie pour être capable de mener une vie décente, une vie convenable. » Évidemment, on parle du risque de perdre beaucoup dans ces tournois-là, mais toi, est-ce que tu as une approche pour t'assurer justement de ne plus jamais avoir à travailler dans ta vie? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis pour toi? Ou... Je dirais à la base, moi, pas travailler, je me vois pas pour faire ça. Je suis quelqu'un, je pense, ça fait depuis que j'ai 13 ans que je travaille. Je me sentirais mal de rien faire de mes journées, être efforé sur mon sofa, regarder la télé. C'est juste pas moi de faire ça. Fait que moi, tu sais, c'est pas du travail, c'est juste de continuer à essayer de s'améliorer, à développer des nouvelles stratégies, à être meilleur. C'est des choses comme ça que ça me drive, puis ça me motive, si tu veux, à me lever le matin de continuer à faire ça. Mais on verra jamais Jonathan se trouver une job en comptabilité à 50 000 par année. Ça arrive pas, tu t'es arrangé pour pas que ça arrive? Ou... Idéalement, non. C'est sûr que ça, il y a une chose que je veux pas me fermer aucune porte. Fait que je sais pas dans 10 ans ce que je vais faire. Peut-être que je vais jouer au poker, peut-être que je vais faire d'autres choses. Mais si je fais d'autres choses, parce que ça va me tenter de le faire. Ça va être un nouveau défi que je vais avoir envie de relever. Fait que ça, on le sait pas. Puis c'est sûr qu'on souhaite pas ça à personne. Mais non, quand je joue dans le roller, puis tous ces tournois-là, je pense que j'ai une bonne tête sur les épaules. Puis je me suis arrangé que je ne vais pas retourner à grinder les tournois à 10$ si on veut avant d'aller là. On comprend, tu veux garder la liberté d'avoir le choix de faire ce que tu désires et de travailler en conséquence, mais au moins d'aller dans la direction que tu veux et non d'être obligé de... Exactement, puis de faire un travail que t'aimes, ça je pense que c'est la base. Puis en ce moment, j'aime jouer au poker. Le jour que j'aimerais plus jouer au poker, je vais arrêter et je vais faire quelque chose d'autre, tout simplement. Il y a un passage dans ton livre où ce que tu dis justement que quand c'est rendu que tu passes du niveau amateur à professionnel, il y a comme un genre le plaisir de jouer se ternit un peu parce que là, tu as un engagement à apporter vu que c'est ton métier maintenant. Est-ce qu'il y a un point clair dans ta vie où la journée où tu as réussi ou que tu t'es dit, bon, maintenant, je peux me considérer comme joueur professionnel, y a-t-il un moment particulier qui a fait en sorte que tu as eu cette réflexion-là? Que maintenant, le côté amateur en moi, il n'existe plus, mais là, c'est le professionnel qui embarque? Ou ça s'est fait graduellement au fil des ans, puis par hasard, tu t'en es rendu compte que c'était pas mal ça? Je veux dire, avant de gagner, tu sais, je jouais majoritairement pour le fun. Je jouais quand ça me tentait, puis je jouais les tournois qui me tentaient de jouer. Après avoir gagné, ce qui a changé, c'est que j'ai signé un contrat avec les Stars. Fait que c'est là, si on veut, que le mot travail, entre guillemets, embarque. Parce que là, des fois, eux, ils te demandent d'être présent à telle ou telle place, d'être présent à tel événement, à telle conférence de presse, des choses comme ça. Fait que c'est là, des fois, que tu as des engagements que tu es obligé de respecter. Il y a certains tournois qui te demandent de jouer, des choses comme ça. Ça fait partie ça vient avec le fait d'être sponsor par un site de poker. C'est quelque chose que j'adore, mais c'est ça le travail sur le qui vient avec. Pour le reste, moi, comme je disais tantôt, j'ai encore beaucoup de fun à jouer au poker. Tant que j'ai du fun à jouer, on continue à le faire. Est-ce que tu as eu la chance de voir l'horaire 2014 des WSOP? Brièvement, oui, je l'ai vu il y a une couple de jours. Donc, tu as vu que le tournoi principal allait garantir 10 millions cette année. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision, selon toi? Non, je pense que c'est une très bonne décision. C'est sûr que ça va faire probablement qu'il va y avoir une très grande différence entre le premier et le deuxième. Sur la table finale, ça ne sera pas un winner-take-all, mais il va y avoir beaucoup d'argent consacré à la première place. Mais ça, je pense que c'est un compromis à faire qui est une bonne chose. Parce que d'offrir un 10 millions garanti ou un 10 millions garanti, ça va amener des joueurs. Ça va amener beaucoup de nouveaux joueurs. Puis ça, c'est quelque chose qui est important, si on veut, pour la survie du poker au long terme, c'est d'amener des nouveaux joueurs tout le temps. Si c'est tout le temps le même monde qui reste, le poker ne va pas grandir. Puis nous, on veut tous que ça grandisse, que ça vienne de plus en plus grand, puis de plus en plus de monde joue à ce jeu-là. Donc ça vient avec des nouveaux joueurs, puis c'est une bonne façon de le faire. Beaucoup de tournois ont prouvé que quand tu offres une grande garantie comme ça amène du nouveau monde. C'est sûr que si les World Series le font, ça va amener beaucoup de monde aussi. Ils l'avaient fait l'an passé avec, je pense que c'était le Millionaire Maker. Il y a eu beaucoup de monde qui ont participé. D'après moi, ça va être la même chose pour le Main Event. Le Main Event, dans les 2-3 dernières années, ça a légèrement baissé le nombre de joueurs. D'après moi, ça va remonter cette année, puis ça peut juste être une bonne chose. Je sais que tu joues de plus en plus de mixed game, des tournois mixed game. Dans cette année-là, 2014, il y a quand même plusieurs tournois mixed game qui vont être offerts.
championnat à 10 000 justement. Oui, plusieurs nouveaux d'ailleurs tournois de championnat à C'est 10 000 globalement qui sont rajoutés, qui étaient disparus. Est-ce que tu crois privilégier plus ces tournois-là cette année ou tu vas quand même privilégier autant le No Limit Hold'em? Je pense que je vais faire les deux. C'est la principale raison pourquoi j'ai décidé d'apprendre les Mixed Games. C'est de varier un peu et jouer à des jeux différents. Justement, ça rend ça, des fois, quand je joue juste du No Limit Hold'em, ça peut devenir, c'est le même jeu à tous les jours. Mais de jouer du Mixed Game, ça rend ça différent un peu. Quand je joue sur Internet, sur PokerStars, à part les dimanches, que c'est pour les tournois, je joue majoritairement du cash game en Mixed Games. Donc, ça fait que c'est différent. Pour les World Series, ça va dépendre de l'horaire. Mon but, c'est pas mal de jouer presque à tous les jours. Et je vais jouer le tournoi qui est offert. Il y a peut-être un ou deux tournois à 10 000 de Mixed Games que je sens que c'est ma partie faible. Fait que je vais peut-être décider de sauter mon tour pour ces tournois-là. Mais pour la majorité, je vais les jouer. Moi, j'adore ça parce que c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau défi pour moi d'apprendre ces games-là pour bien performer. Ça avait super bien été l'an passé avec une table finale dans le 50 000 8 Game, le Championship. Fait que ça m'a juste donné une motivation à continuer à travailler. Je sens qu'en ce moment, ma game, si on veut, des Mixed Games, elle va de mieux en mieux. Je le vois sur mes parties à l'Internet. Je me sens de plus en plus confiant à jouer cette game-là. Je vais garder un horaire quand même bien rempli à Vegas. Le championnat des joueurs à 50 000 de retour, c'est ton meilleur score pendant les WSOP 2013. Ouais. Est-ce que Jonathan joue celui 2014? C'est déjà acquis? Oui, ben c'est sûr que oui. Je me souviens plus des dates, mais je pense que moi, il faut faire que je revienne au Québec, en fait, pour le mariage d'un de mes meilleurs amis. Fait que je pense que si je fais la table finale, ça conflicte. Fait que c'est vraiment c'est le meilleur des mondes. Si je me fais sortir, je suis content de m'en aller, mais si je fais la table finale, je suis content aussi. Donc c'est sûr que je vais revenir pour faire ce tournoi-là. Ça a tellement été un thrill l'an passé. Je pense que ça a été probablement mon plus beau souvenir de poker de 2013. Juste parce que, tu sais, je veux dire, c'est des joueurs qui ont joué les Mixed Games pendant 30-40 ans qui étaient là. Puis moi, j'avais pas beaucoup d'expérience. Puis de jouer contre eux, je me suis fait éliminer la 5e journée au début de la table finale. Fait que c'est long. Mais c'est le fun, c'est un marathon. De jouer ça, un marathon de Mixed Games, c'est spécial. C'est vraiment différent que le No Limit Hold'em. Puis c'est vraiment un des tournois que j'ai eu le plus de fun à jouer en 2013. J'avais adoré jouer ce tournoi-là, donc je vais le jouer l'an prochain. Est-ce que tu prévois participer au One Drop Million que tu as eu en 2012? Probablement pas. C'est pas sûr, mais en date d'aujourd'hui, je devrais pas jouer dedans. On verra, on ne sait jamais. Mais je sais que le tournoi One Drop, ça a été un gros succès il y a 2 ans. Ça va être un gros succès cette année aussi. Ils l'ont sold out il y a 2 ans, puis ils rajoutent une table, puis après ils vont le sold out encore cette année. C'est fou, hein? J'avais été au premier. En fait, je suis arrivé aux Séries mondiales la dernière journée du One Drop, puis il y avait la table finale. Fait que j'étais genre à 20 pieds de la table. J'ai vu Sam Trickett contre Antonio. Aïe, c'était malade, c'était vraiment malade. Guy, avec One Drop, avec tous les World Series, ont fait une super bonne job pour faire quelque chose de gros avec ce tournoi-là. Puis ça marche au bout. Fait que je souhaite la meilleure des chances en 2014. Si on vient un peu chez nous, il y a le Playground Poker Poker Club qui organise quand même vraiment des tournois de haute qualité. Il y a le WPT qui va organiser bientôt le tournoi Festival Printanier. Ouais. Il y a PokerStars aussi qui va organiser un événement au Playground. Ouais. Est-ce que puis ce tournoi-là va garantir 2 millions aux gagnants? Est-ce que tu vas participer à ces 2 tournois-là? Je vais participer à lui que PokerStars organise, qui est au mois de mai. Je crois qu'il commence le 18 mai jusqu'à la fin du mois. Ils font le main event, je pense qu'il est 3 000 ou 3 500. Puis ils font un high roller à 10 000 aussi. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, des Américains, du monde de l'Ouest du Canada, puis même beaucoup d'Européens qui vont venir en ville pour cette série de tournois-là. Le buy-in est quand même gros, puis il va y avoir beaucoup de joueurs. Je vais être présent au mois de mai, mais je ne crois pas être présent au mois de mars. Justement, si on parle de PokerStars et de ces tournois-là, on s'entend que tous les tournois au Playground ont du succès. Les tournois WPT ont joué d'un grand succès, mais en même temps, partout où PokerStars est passé à travers le monde, ce sont de gros événements, ce sont des événements particulièrement bien organisés. Ouais. Est-ce que tu penses que ce tournoi-là va amener le Playground à une étape plus loin encore? Est-ce que pour toi, tu t'attends de plus grandes choses à un événement commandité par PokerStars qu'un événement commandité par une autre des salles majeures qui tient des tournois ici? Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce tournoi-là, au mois de mai, va être un succès. Ça c'est sans l'ombre d'un doute, ça c'est sûr. Le Playground a eu le Premier League l'an passé aussi, qui a rajouté beaucoup de notoriété à cette place-là. Mm-hmm. C'est une place qui est connue mondialement maintenant. Mais le fait qu'un PokerStars soit là, il va y avoir beaucoup de qualifiés, qu'on peut se qualifier sur Internet, ce qui fait qu'il va amener beaucoup de nouveaux joueurs dans la place.
Puis c'est sûr que quand PokerStars font quelque chose, ils le font jamais à moitié. Donc, eux, de part avec le Playground, ça va faire un beau tournoi, ça, j'en doute pas une seconde. Puis, j'ai hâte d'être là, hein, ça va être beau. Il va y avoir beaucoup de monde dans le main event, puis ça Aurora à 10 000 aussi. On a appris dernièrement que Laurence Grondin allait être, en fait, analyste. Elle est déjà analyste parce que les émissions ont déjà commencé. Elle est analyste à RDS là, pour les tournois avec Dominique Fugère. Y aurait-tu des conseils que tu pourrais lui dire? Parce que là, elle fait partie maintenant du monde des médias. Est-ce qu'il y a un conseil ou un truc ou quelque chose, un mot d'encouragement peut-être que tu pourrais dire par rapport à sa nouvelle vie parallèle, mettons, que je pourrais dire? C'est drôle que tu dises ça parce que justement, hier soir, j'ai vu pour la première fois. Je pense que c'est le deuxième épisode qu'elle a fait, mais c'est le premier que je voyais. Puis honnêtement, elle m'a surpris. Elle a fait de la très, très bonne job. C'est sûr qu'elle, son rôle, c'est plus côté analyse. Puis Dom, lui, s'occupe un peu plus d'entertainment show, si on veut. Mais à date, elle a super bien fait ça. C'est le fun de voir, tu sais, Laurence, c'est une joueuse, vraiment, elle joue beaucoup au poker, elle est super bonne. Puis tout le monde l'adore dans la communauté du poker au Québec, tout le monde l'adore. Fait que c'est juste de continuer à bien faire ça. C'est sûr que les premières fois, c'est plus stressant. Moi, je me souviens, mes premières fois à télé, c'est super stressant d'avoir 18 caméras HD dans ta face. Elle va devenir de plus en plus à l'aise, mais déjà, elle fait une super bonne job. C'est juste de continuer à faire ça, de s'amuser en le faisant, puis ça va bien aller. Je suis pas inquiet. J'ai déjà une super bonne job. J'ai le goût de faire ma langue sale un peu, mais est-ce que tu irais jusqu'à dire que le produit s'est amélioré à RDS? Je vais être 100% honnête avec toi. Oui, le produit s'est amélioré. Qu'est-ce qu'attend Jonathan Duhamel dans les prochains, mettons, les prochains jours, les prochaines semaines? Les prochaines semaines, ça va être sur la côte ouest. Dans le fond, je pense que c'est la 3-4e année en ligne que je vais là. LAPC à Los Angeles, puis le B11 à San Jose. Ça va être le fun. Je vais là surtout en vacances, pour être honnête. Donc, je vais jouer le main event dans les deux places, mais je pense pas jouer de side event vraiment. Ça va être plus pour relaxer un peu. Le Canadien joue en ville là-bas, on va en profiter pour regarder le Canadien un peu à LA, puis à Anaheim, puis à San Jose aussi. Mais sinon, ça va être les deux tournois qui s'en viennent, donc les deux main events là-bas. Puis par après, c'est beaucoup d'Europe jusqu'à cet été. Il y a le EPT Vienna. Il y a le EPT San Remo, puis le EPT, la grande finale qui est à Monte Carlo, à Monaco. Donc ça, c'est trois très très gros tournois, des beaux tournois aussi. C'est pas mal ce qui s'en vient d'ici cet été. Joe, malheureusement, on ne peut pas t'avoir en direct à l'émission à cause de ton horaire et on le comprend tout à fait, mais dans notre concept, on veut prendre les questions du public. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a annoncé qu'on t'aurait en entrevue, puis on a laissé nos auditeurs poser quelques questions. On en a quelques-unes à te poser. Parfait. On rit ici parce qu'on a justement du poker qui est affiché poker à la télé à l'hôtel. C'est très drôle. On se demande si on mis ça pour nous. On revient à la question. Une question d'Éric Dubreuil que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Il veut savoir ce que tu penses des événements re-entry sur une longue période, comme sur 3 jours. Est-ce que tu penses que ça enlève des chances à un joueur récréatif qui se serait classé par satellite, par exemple, qui n'a pas les moyens d'effectuer tant de re-entry? Est-ce que tu vois ça, au contraire, comme une bonne chose parce que ça augmente les prize pools? C'est sûr qu'un re-entry, c'est une très bonne question en passant, puis c'est une question qui est vraiment d'actualité. C'est sûr qu'un re-entry, ça l'enlève de la chance aux personnes qualifiées, justement. Parce qu'une personne qui se qualifie, disons, un tournoi à 10 000, une personne qui se qualifie pour 100 $, si elle se fait éliminer du tournoi, elle va pas re-entry dedans, elle va pas rebuy. Ça l'enlève. L'autre côté, par contre, c'est que c'est plus un long shot. Fait que si tu gagnes, tu vas gagner plus pour le même prix. Fait que ça, c'est un bon côté. Mais c'est sûr que les re-entry, en général, ça va favoriser les joueurs qui ont plus d'expérience. Les joueurs qui ont plus les poches pleines, qui peuvent se permettre de faire un rebuy. Je pense personnellement que les re-entry, c'est une bonne chose jusqu'à un certain point. Je pense que récemment, on est allé un peu trop loin, notamment avec les high rollers en Australie, que ça rebayait à tout bout de champ, puis c'était un turbo, puis tout ça. Et puis faire un re-entry, disons, sur 3 jours, ça, je pense que c'est pas bien non plus. Parce que la période de re-entry est trop longue. Ce que je ferais probablement, c'est que je permettrais, disons, un re-entry par personne. Je pense que c'est un juste milieu de faire ça, donc un re-entry par personne pour une période, ça dépend, disons, jusqu'à l'heure du souper, ou même le jour 1 au complet, c'est pas super grave, mais tu le limites à une par personne. Fait qu'au moins, ça en donne un peu pour tout le monde. Pour les joueurs qui se qualifient, c'est pas si pire. C'est pas tant grave que quelqu'un puisse se qualifier juste une fois. Ça peut se rebuyer juste une fois. Puis pour les joueurs, disons plus les professionnels qui se déplacent, pour savoir si ça vaut-tu la peine d'aller dans une ville juste pour un tournoi, au moins là tu peux rebuyer une fois. Donc je pense que c'est un juste milieu qui est acceptable comme ça. Il y a Olivier Lacroix de Sainte-Foy
a.k.a. MindThief52 sur Twitter. Je pense que tu avais déjà eu une discussion avec lui une couple de temps. Puis j'ai posé en fait une partie de sa question tantôt par rapport au moment où tu passais du joueur amateur au joueur professionnel. Mais il y a une autre question aussi qui tenait à te poser et c'était qu'est-ce que tu aurais à conseiller à un jeune joueur qui aspire peut-être à devenir joueur professionnel puis qui aimerait ça souhaiter suivre tes traces dans ce cheminement-là? Ben, je veux dire, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Un joueur de hockey, il fait quoi? Il joue au hockey. Un joueur de tennis, il fait quoi? Il joue au tennis. Si tu veux jouer au poker, ben il faut que tu joues au poker, c'est sûr. C'est sûr que tu as de la stratégie de plus de base, d'intermédiaire avancé à apprendre. Tu peux lire des livres, tu peux regarder des vidéos sur Internet. Tout ça, c'est bon, mais au bout de la ligne, il faut que tu joues, c'est sûr. Il faut que tu accumules l'expérience. Puis là, on ne parle pas de jouer des gros montants, tu peux jouer gratuitement. Il y a des sites que tu peux jouer gratuits sur Internet, tu peux jouer pour des plus petits buy-in aussi. Puis d'essayer juste de monter tranquillement ton bankroll, si on veut. C'est de jouer ça, c'est de voir des situations. Si tu veux jouer cash game, c'est de voir différentes situations de cash game. Si tu veux voir des tournois, c'est d'être plus à l'aise avec 20 big blind, 30 big blind, 40 big blind, des choses comme ça. Puis après ça, ben, c'est ça. Il faut que tu aimes la game, il faut que ce soit une passion pour toi. Puis tu joues, puis tu essaies d'apprendre en même temps. On fait toutes des erreurs. Quand t'en fais une, tu essaies d'apprendre de ton erreur, puis la refaire. Puis comme ça, ben, tu vas t'améliorer et tu vas devenir un meilleur joueur. J'en parlais d'ailleurs dans la première émission que j'ai faite, je parlais du bankroll, à quel point c'est important de gérer le bankroll puis de le respecter, c'est ça qui était le plus dur. Et là, tu fais juste confirmer dans le fond que ça peut être une des facettes très importantes à appliquer. C'est sûr, puis souvent c'est le danger aussi d'un joueur, c'est que oui, on sent qu'on bat la game dans laquelle on joue, mais on n'a pas le bankroll pour monter plus haut. Ben, il faut quand même pas monter tout de suite. Parce que justement, même si la game est plus facile, tu es capable de battre la game une coche plus haut. Des fois, ça va arriver d'être malchanceux pendant une période de temps, puis que tu vas perdre beaucoup d'argent, beaucoup de buy-in sans l'arrivée. C'est important d'être prudent à n'importe quel niveau, que ce soit à 10 $, 100 $, 1000 $, peu importe. Il faut que tu sois prudent dans ton approche. Tu essaies tout le temps de garder comme une bonne tête sur les épaules en arrière. La dernière question du public qu'on a est de Jonathan Moore de Rimouski. Une question de stratégie. Je vais te la poser comme telle. Je sais que c'est jamais facile, mais on te la lance quand même. Ouais. Puis, Let's go. il nous le demande, en cash game, comment maximiser ses gains avec des mains suited ou avec des mains fortes comme des jacks, des queens, ace king, ace queen? OK, ben c'est deux questions complètement différentes parce que c'est deux styles de mains complètement différents. Des mains comme des suited connectors, c'est très important à jouer en position. Je pense que c'est des mains que hors position, ça vaut absolument rien. Donc c'est de jouer en position. Souvent, dépendamment de la partie pré-flop, de juste caller un raise ou de faire un 3-bet, ça dépend totalement de la table des joueurs et tout ça. Mais c'est le fait, ce qui est le fun avec cette main-là, c'est que ta main est camouflée. Donc c'est de jouer avec une main qui est camouflée. C'est important que les stacks soient deep pour avoir des implied odds. C'est très très important. Donc c'est ça. Mais c'est très important de jouer en position parce que hors position, ça va être très dur, voire impossible à jouer. Penses-tu que le small ball s'applique bien à ce moment-là? Ce qu'on veut, c'est d'avoir beaucoup de cotes implicites, d'avoir beaucoup d'implied odds. Donc c'est important, si on peut garder le pot petit pré-flop pour avoir un gros stack après le flop, pour qu'on soit deep. En même temps, c'est une belle main des fois pour faire un 3-bet, faire un 4-bet, parce que ta main est bien déguisée. Fait que si la personne appelle, que ça tombe des cartes hautes, c'est facile de représenter ces cartes-là. Si ça tombe des cartes basses, ben, ça vient de te frapper. Fait que c'est bon. Fait que ta main est bien camouflée. C'est une main qui joue bien post-flop, qui joue bien après le flop. Donc, c'est pour ça que c'est important des fois de garder le pot assez petit avant le flop, juste pour aller voir un flop. L'autre style de main, qui est les valets, les dames, les rois, les as, c'est complètement l'inverse. On veut grossir le pot le plus vite possible avant le flop. Puis ça dérange un peu moins d'être hors position. C'est juste super bien hors position, en position, peu importe. Donc, dépendamment, ça, c'est vraiment s'habituer avec les stack size, de voir on a-tu 30 big blind, 40, 50, 100 big blind en jeu. C'est ça souvent qui va décider si t'aimes mieux appeler un 3-bet ou faire un 4-bet, ou appeler un 4-bet ou faire un 5-bet. C'est comment t'es deep qui va décider ça. Mais c'est des mecs qui jouent super bien. Enfin, même si t'es hors position, c'est pas la fin du monde. C'est sûr, avec des 10, des valets, voire même des dames, c'est un peu plus risqué. Ouais, c'est tricky un peu. Avec des rois et des as, d'habitude, c'est pas un stress. Puis si t'as confiance en ta game de jouer hors position, des fois, c'est quasiment même mieux parce qu'il va aller chercher un ou deux bets de l'adversaire, que lui va faire des continuation bets, puis toi, tu peux soit appeler ou check raiser ou des choses comme ça. Il va falloir maximiser ces mains-là. C'est juste important de grossir le pot pré-flop parce que c'est des mains qui ont ce qu'on appelle des reverse implied odds, que souvent tu vas gagner un petit peu ou tu vas perdre beaucoup avec.
Donc c'est important de ne pas trop tomber en amour avec ces mains-là. Mais il faut les jouer fort, c'est sûr. L'entrevue est pas mal terminée. L'entrevue sérieuse est terminée. Sauf que, c'est ça. Exactement. L'entrevue sérieuse est terminée. Sauf que, moi, je vais prendre un malin plaisir avec tous les gens que je vais interviewer à l'émission, de leur poser des questions en vrac. Un peu comme Landsberg à Off the Record sur TSN. Je ne sais pas si tu as lu un peu son concept. J'ai Pose des questions rapides, puis tu réponds ce que tu veux, ce qui te passe par la tête. Pas de problème. Je vais te poser des questions. Fred, je te laisse poser la première section, puis ensuite j'enchaînerai, si tu veux, avec notre section réservée à Jonathan qui connaît si bien notre communauté. Excellent. Es-tu prête? Let's go. OK. Droitier ou gaucher? Droitier. Ton plat préféré? Maintenant, des sushis. Aimes-tu la politique? Ouais. J'ai jamais m'intéressé à l'actualité. T'es-tu superstitieux? Oui. Ta plus grande phobie? Ah boy. Le standard, les araignées et toutes les bébés. À part le WSOP, quel autre tournoi majeur est un incontournable selon toi? Le PCA et le PT Monte Carlo. La tune que tu écoutes sans arrêt ces derniers jours? Ces derniers jours, boy, je sais pas, mais Dropkick Murphys, Shipping Up to Boston, ça, c'est ma tune. Quel joueur redoutes-tu le plus à une table? En mix game, Phil Ivey, il fait peur. OK. Ton meilleur moment des derniers Jeux olympiques? La médaille d'or du Canada en hockey, c'est sûr. À 9h le matin, il était une gang de 15 personnes à regarder le hockey, c'est le fun. Hey, moi, je vais compléter avec les joueurs que tu connais dans la communauté. Il y a probablement personne qui en connaît autant que toi. Autant parce que au niveau local, tu les connais tous, que tu as voyagé avec la plupart d'entre eux. Okay. Donc, des questions légères juste pour le fun sur, selon toi, premièrement, une facile, le plus constant à travers les dernières années. Sûrement Marc-André Ladouceur. C'est celui qui serait le plus bavard parmi les Québécois à la table. Le Chuckster. Et là, tu as le droit de t'inclure si c'est la réponse. Le plus party animal de la gang. Non, on va y aller pour le bon vieux Samuel Chartier. Au contraire, c'est qui est le plus sage? C'est qui est le plus sage? Ouais. Il y en a une couple de très sages. Sûrement Brendel, alliance Jonathan Roy. Celui qui va nécessairement être un multimillionnaire à 40 ans. Il y en a plusieurs, mais sûrement Joe Roy. Celui qui a l'accent anglophone le plus cassé. Il y en a une couple. Je pense Doritos, Chris McClung. Si tu avais à choisir quelqu'un pour un tournoi de tag team dans la communauté, tu choisirais qui? C'est une bonne question. Il y en a beaucoup, il y a tellement de bons joueurs, mais... Je pense que je dirais avec le petit Doritos encore, parce qu'il est bien funky comment il joue. C'est drôle à voir. Fred, je te laisse la toute dernière question. Oui, OK. Question qui me brûle les lèvres. Salade de choux crémeuse ou traditionnelle? Ça dépend en plus. Mais crémeuse, je te dirais. Mais traditionnel, c'est les deux. Ouais. Ça dépend. Ben écoute, Jonathan, merci beaucoup pour avoir pris le temps de passer à l'entrevue la Radio Poker. Je te souhaite bonne chance pour les tournois qui vont venir. L'année qui s'en vient aussi, qui va être, selon moi, très prometteuse. Et au plaisir de se revoir. Peut-être, on se reverra peut-être éventuellement pour une entrevue ultérieure. Donc, merci encore. Merci à vous autres, ça m'a fait plaisir. Puis j'espère que vous allez me réinviter. Ça va nous faire plaisir. Sans faute, on est content que tu sois l'invité inaugural de notre émission 2.0. Merci beaucoup pour la générosité envers ton temps. Merci à l'Hôtel Mortagne aussi qui nous accueille un gros merci. Souvent et une fois de plus. Donc, merci beaucoup. Salut. Salut. Radio Poker, c'est ma radio du lundi soir. Vous avez entendu l'entrevue qu'on a eue avec Jonathan Duhamel. Philippe, es-tu toujours avec moi? Je suis toujours avec toi, Fred. On l'a pas eu facile, mais regarde, on va apprendre de nos erreurs, n'est-ce pas? Exact. Et écoute, sans plus tarder, étant donné que, d'un, on était très heureux d'avoir Jonathan Duhamel en entrevue à l'émission, et étant donné qu'on a eu des petits problèmes techniques, on a quelque chose à vous offrir. On en a parlé un petit peu tantôt, mais on aimerait juste renchérir sur ce qu'on a à vous offrir. Philippe, je vais te laisser le privilège de faire l'annonce. Ben, c'est clair, comme on n'était pas en ondes, on va en fait en parler pour la première fois pour tous ceux qui sont restés avec nous pendant le temps de l'entrevue. Écoutez, comme vous savez certainement, PokerStars débarque au Playground Poker Club au mois de mai pour un tournoi qui s'annonce grandiose. On sait que quand PokerStars décide de s'impliquer dans un projet, il le fait en grand. Donc, on a la classique PokerStars qui s'en vient, la classique canadienne. Donc, PokerStars nous offre
à nos auditeurs un ticket pour un satellite En fait, les satellites ont lieu 3 fois par semaine, les mardis et vendredis à 20h et les dimanches à 3h30. Donc, chaque ticket vaut 109 $. On a un ticket à faire tirer parmi nos auditeurs. Donc, c'est facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être un fan de notre page Facebook, la page Facebook de Radio Poker. Donc, pour ceux qui ne le seraient pas déjà parmi ceux qui nous écoutent, ben, je vais mettre le lien à même le chat. Et puis voilà, c'est ceux qui voudraient y aller directement, c'est facebook.com/webradio-poker en un seul mot. Donc, on espère faire un grand gagnant et commencer à se faire pardonner comme ça. Oui, et dès demain soir, mardi, je vais publier sur la page Facebook le nom de le ou la gagnante. Alors, si vous avez aimé la page, vous allez être au courant que c'est peut-être vous qui allez gagner ce fameux laisser-entrer de PokerStars. Donc, c'est une façon de vous remercier d'être à l'émission. Puis ça nous fait plaisir aussi de le faire. Merci encore à PokerStars de cette générosité. Écoute, on va parler un peu d'actualité. Ben oui, ben on va commencer par remercier encore Jonathan Duhamel. On ne l'a pas en direct, mais c'est pour une maudite bonne raison, c'est que Jonathan, présentement, est dans le top 100 à la classique de LA WPT. Ça va très bien. Il est au-dessus de la moyenne. Il reste présentement 83 joueurs. Les 63 premiers seront payés. Donc, suivez ça avec nous. On lui souhaite bonne chance, puis on espère qu'on va y avoir apporté du bon karma avec notre entrevue. Ben oui, certainement. Puis moi, je lui souhaite bonne chance, c'est sûr. De toute façon, je trouve qu'il y a quand même eu un bon début de saison. Fait que s'il peut continuer dans cet élan-là, ben on lui souhaite la meilleure des chances. Il y a des tournois. On va parler un peu du Québec. Ce qui se passe chez nous, Philippe, si tu veux bien. Ben oui. Il y a eu des événements, des gros événements qui s'en viennent, mais qui ont lieu aussi actuellement, dont, entre autres, l'équipe de rêve qui est rendue à la mi-saison. Tout à fait. Écoute, il y en a des choses qui se passent via Party Poker présentement. L'équipe de rêve, ce qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, la ligue que Prince Poker organise. Comme tu dis, on est à mi-saison. On envoie 4 joueurs à l'événement principal qui va avoir lieu à la fin mars, aussi au Playground Poker Club. On sait que par expérience que ce sont de gros événements. Donc franchement, comme valeur ajoutée, c'est difficile de faire mieux. Donc on invite tout le monde à participer. Puis à part ça, il y a le PokerFest, le championnat PokerFest, plusieurs tournois qui ont lieu présentement sur Party, tous des tournois avec des bourses garanties entre 5 $ et 50 $. On a le tournoi principal à 200 de mémoire, donc c'est majeur. Et puis ben aussi tous les nombreux satellites, évidemment, pour la classique qui s'en vient, qui sont aussi organisés sur Party. Oui, exact. Et il y a aussi, ben justement, le party, le Mega Overlay qui a commencé. En fait, il y a eu lieu en fin de semaine. Il y avait... j'ai eu les statistiques, justement, tantôt, voir le nombre de participants qu'il y avait eu à ce tournoi-là au Playground Poker Club. Et il y avait, pour l'événement de cette fin de semaine, il y avait 800 participants au total. C'est génial. Il y en a 206 qui se sont rendus au jour 2. Et il y a 97 sièges qui ont été donnés pour le fameux tournoi Main Event là, qui garantit 1 million en bourse. Alors, il y a 97 personnes, heureuses personnes qui se sont méritées un siège hier, en fait dimanche, lors de cette fameuse deuxième journée. Ben, c'est génial, puis la garantie d'1 million, c'est pas rien pour un tournoi à 1100 $ quand même. Là, c'est pas compliqué, c'est un vrai vœu de confiance. On dit on va avoir 1000 joueurs ou sinon on le prend sur nous autres. Donc franchement, je trouve que c'est un beau témoignage de confiance envers l'organisation et puis j'ai pas la moindre doute qu'ils vont réussir à franchir leur objectif encore. Écoute, parlant de tournois quand même important, il y a le Falls, le fameux tournoi au Falls View là, à Niagara qui s'est terminé. C'est quand exactement ça s'est terminé? C'est là une semaine? Ouais, c'était le week-end dernier. En fait, la semaine et le week-end dernier. Il y avait 3 tournois organisés, dont l'événement principal qui était l'autre arrêt WPT ici au Canada. On a évidemment ceux du Playground, mais on en avait... En fait, c'est le WPT qui était de retour à Fallsview. Donc, ouais, écoute, on a eu des bons résultats québécois. Oui, puis on a eu des hauts et des bas aussi au côté organisation de l'événement. Entre autres, il y avait la possibilité aux gens d'acheter plus qu'un siège au tournoi et ça a fait en sorte qu'il y a eu des sièges qui se sont vendus mais qui finalement n'existaient plus parce que tous les sièges avaient été vendus. Si je peux comprendre un peu, là, l'enjeu, c'était pas mal ça. Là. Ah, c'est exactement ça. Les gens ont acheté plus d'un siège par personne parce que, par expérience, c'est un tournoi, celui à 1000 $ qui est extrêmement populaire et puis il s'est créé un système de revente. Mais, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, à mon avis, là, ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que
Écoute, il y avait ce problème-là pour le tournoi à 1000 l'année dernière quand c'était pas un arrêt WPT. À quoi l'organisation a pensé, comment ils ont fait pour ne pas s'ajuster, franchement, c'est désolant. Ouais, mais écoute donc. Mais finalement, les Québécois se sont bien illustrés là-bas. T'as-tu certains résultats là, des joueurs? Ben oui, le tournoi à 1000, ça a semblé être mauvais pour débuter pour tout le monde pour différentes raisons, mais quand même, on a 3 Québécois qui ont terminé dans l'argent dans le tournoi à 2500. On a Marc-Étienne McLaughlin, qui est notre finaliste de la dernière étape finale WSOP, qui a terminé 22e pour 9800. Yeah. On a Jean-Philippe Matt, 25e, donc tout proche pour 9220. Et Rudy Blondeau, 30e pour 7479. Excellent. Mais, ceci dit, la meilleure performance de loin pour la délégation du Québec, c'est dans le tournoi principal à 5000, Josué Sauvageau, qui a fait une table finale. Il a terminé 5e, il avait terminé 5e l'année dernière. Okay. Il termine 5e pour une bourse qui est pratiquement 2 fois plus large, par contre, parce que c'est WPT. Donc, une cagnotte de 90 799 $. Wow, ben bravo, félicitations. Puis en espérant qu'il puisse augmenter peut-être son rendement l'année prochaine avec une position de plus, ou peut-être la première, on lui souhaite, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et puis, parlant de première position, soulignons quand même le gagnant, un Ontarien qui est Matthew Lapossy. Étrange nom, mais bon, c'est certainement pas un prononcé à la francophone. Donc, une victoire qui lui vaut 363 200 $. Dans les tournois qui s'en viennent bientôt, il y en a un, entre autres, qui est le 16 mars prochain. C'est le tournoi qui a 100 000 $ garantis sur Espace Jeux. Absolument. Écoute, 4 fois par année, il y a un tournoi à 100 000 garantis qui est organisé, qui, pour ces dimanches spécifiques-là, remplace les tournois à 20 000. Quand même, pour une salle exclusivement québécoise, 100 000 $ garantis, c'est énorme. Je pense que ça va être un autre beau succès. Puis, il y a beaucoup de satellites présentement. Le tournoi de prix d'entrée, c'est de 530 $, mais ceci dit, il y a plusieurs moyens de se qualifier pour très peu cher présentement. Ouais. Les promotions sont très généreuses en mars sur Espace Jeux. Pour ceux qui ne les ont pas vus, il y a 750 000 $ garantis via différents tournois, les poursuites poker, et puis qui sont des courses aux mains, puis évidemment le 100 000 garantis qui va être l'événement de marque sur Espace Jeux pendant le mois. Oui, OK. Mais écoute, si on sort un peu de la province puis qu'on s'en va un peu vers l'extérieur, entre autres aux États-Unis, il y a quand même certaines actualités qui m'ont interpellé. Et entre autres, le fameux scandale au Borgata, New Jersey. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de l'affaire encore, c'est que durant l'événement, il y a eu des faux jetons d'une valeur de 5 000 $ qui ont été inclus dans le tournoi pour une valeur totale en jetons de 2 quelques millions. Et finalement, il y a une personne qui avait été arrêtée à ce niveau-là. C'était Christian Luzardi, qui, en passant, aujourd'hui est toujours en prison. Mais ceci étant dit, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait les jetons falsifiés, des faux jetons, ils ont arrêté le tournoi. Il restait 27 joueurs sur plus de 4000 participants. Et au moment où on se parle, le tournoi est toujours gelé. Il y a eu aucune reprise des tournois. Là où il y a du nouveau dans ce fameux scandale-là, c'est qu'il y a eu un recours collectif qui a été déposé contre le Borgata, justement, pour la bévue, bien évidemment, de ce qui s'est passé durant le tournoi. Et dans le recours collectif, il y a, entre autres, comme revendication, le remboursement total du buy-in. Ça m'apparaît légitime. Oui, absolument. Il y a aussi le remboursement des frais d'entrée et il y a aussi le coût des voyages, donc l'hébergement, les déplacements. Tout ça est inclus et bien sûr, le recours collectif interpelle tous ceux qui avaient participé à ce tournoi-là directement. Donc ça, c'est une des nouvelles là, qui m'a surpris. Mais de toute façon, ça m'a surpris, mais en même temps, je n'étais pas surpris du tout parce que ça aurait été ridicule qu'il n'y ait aucun recours qui aurait été fait de la part des joueurs parce que c'était quand même un enjeu. C'était pas, tu sais, je veux dire, c'est un tournoi majeur dans le circuit. Puis ça aurait été plate que les gens puissent pas au moins utiliser leurs droits et dire « Hey, oups, moi je me suis présenté, j'ai pas eu le service, mais surtout pas le tournoi que j'ai voulu. » Et donc, ça suit son cours. Au moment où on se parle, Christian Luzardi est toujours en prison. Alors, lui, je sais qu'il y avait une amende de 300 000 $ à payer. Et qu'est-ce qui va advenir de lui? Ben là, c'est à suivre dans le futur. Écoute, encore une fois, on parle du Borgata quand même, mais on parle pas d'une série de tournois qui s'est déroulée dans
je sais pas comment te le dire, mais à l'autre bout du monde où est-ce qu'il n'y aurait pas de régulation et tout. Donc, Non, puis j'espère qu'ils n'auront pas le choix de répondre de leurs actes dans un cas comme ça. C'est vraiment un manque de sécurité. Puis les casinos qui font quand même des profits avec l'argent des joueurs doivent être capables d'assurer l'intégrité des jeux. Et puis j'espère que ça va donner un précédent dans ce cas-ci. Puis ça, on parle d'intégrité, mais il y a aussi l'intégrité des joueurs qui est important. Et là, je fais un petit peu un coq à l'âne sur un autre sujet. Parce que figure-toi donc que, v'là environ une semaine et demie, 2 semaines, il y avait un tournoi des séries mondiales de poker qui avait lieu aux États-Unis. Et dans ce tournoi-là, il y a une personne du nom de Chen Pelton qui a remporté ce tournoi-là, qui a mérité une bague. En fait, c'était sa 3e des événements de série mondiale. Okay. Il a mérité aussi une bourse de 47 000 $ et bien sûr le titre. Sauf que, à la grande surprise, ben pour lui surtout, je pense, c'est que les séries mondiales lui ont retiré sa bague. Les séries mondiales lui ont aussi retiré la bourse. Ils l'ont banni de tous les établissements des Caesars Palace. Et pire encore, ils l'ont banni de tous les événements des séries mondiales pour le restant de ses jours. Pourquoi? Parce que le monsieur, figurez-vous donc, quand il était rendu heads-up avec un autre participant, il avait décidé de prendre un jeton de 25 000 de son stack puis le mettre dans sa poche comme, soi-disant, c'est sa version, un souvenir de ce tournoi-là. Et c'est bien sûr que les autorités ont vu ça, ils ont capté ça sur caméra, ils ont analysé la caméra, la vidéo pour savoir si c'était pas peut-être une erreur ou un geste inapproprié. Bon, finalement, ils se sont rendus compte que c'était vraiment un geste qui était prémédité, qui était volontaire. Et on le sait, dans les casinos, tu ne touches pas au jeton, ce qui est sur la table reste sur la table. Et ben c'est ça. Là, c'est la pénalité. Tu sais, pour un jeton, là, quand même, quoi, c'est 13-14 grammes. Même ça vaut 25 000. Il y a des gens qui disent qu'ils voulaient garder ce jeton-là pour le mettre dans un tournoi à 1600 $ qui allait avoir lieu quelques jours plus tard. Lui, il dit non, je voulais juste le garder en souvenir. Il n'y avait rien de méchant là-dedans. Ben c'est ça. À un moment donné, là, faut réfléchir avant d'agir, et là, ben, ça va être pénalisé pour le restant de ses jours. Ben, si son objectif était d'avoir un souvenir et il ne pas le faire en cachette. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute, il va s'en rappeler longtemps, mais bon, je pense que ça sonne plus comme le discours de quelqu'un qui s'est fait prendre la main dans le sac. Une demande honnête, ou en tout cas, sinon, on va juger qu'il y avait une intelligence poker pas mal plus grande que son intelligence générale pour essayer un coup de genre. Oui, c'est ça. Écoute, parlant d'intelligence, finalement, ben c'est très intelligent de la part de Full Tilt de commencer à rembourser les participants qui ont été, les joueurs qui ont été victimes du Black Friday. On s'en rappelle. Et là, il y a les premiers chèques ont été finalement encaissés. C'est ça. Pour ceux qui s'en rappellent pas ou qui n'étaient pas encore familiers avec le monde du poker, on a eu en avril 2011 le Black Friday quand le gouvernement américain s'est attaqué à toutes les salles majeures, donc PokerStars, Full Tilt Poker, Ultimate Bet, qui opéraient en sol américain. On sait que PokerStars s'est rapidement retourné pour être capable de relancer ses activités, ce qui ne fut pas le cas. Chez Full Tilt Poker, c'est à ce moment-là qu'on avait appris qu'il y avait de la grosse magouille qui se faisait chez Full Tilt et que la salle ne disposait pas des fonds pour rembourser les joueurs. Ça a été une longue histoire, mais on sait que finalement, dans un effort possiblement de réintégrer le marché américain, PokerStars a décidé de payer une amende extrêmement salée au département de justice et par le fait même de racheter Full Tilt Poker et de permettre le remboursement des joueurs. Donc, une entente qui faisait le bonheur de tout le monde, des joueurs de Full Tilt évidemment. PokerStars essayait de laver son nom et surtout, je suppose, espérait réintégrer le marché américain. PokerStars qui mettait énormément d'efforts afin d'intégrer le marché du New Jersey. Finalement, ils se sont fait dire que tant que la tête dirigeante actuelle de PokerStars restait là, il n'était pas question d'attribuer une licence. Donc, je sais pas. La bonne nouvelle, c'est que les joueurs revoient leur argent. Oui. Mais on peut se le demander si PokerStars avait pu voir dans le futur. Est-ce qu'il aurait dépensé ces centaines de millions de dollars-là pour acheter la salle? Mais bon, on va prendre le côté des joueurs puis on va souligner à quel point que c'est une bonne chose. Quand même 76 millions qui ont été remboursés à 25 500 joueurs et ce n'est que la première vague. C'est pas rien, hein, quand même.
C'est vraiment pas rien. Puis Vraiment pas on rien. parle seulement de ceux qui n'ont pas contesté le solde qui avait été suggéré par le gouvernement, puis ceux qui avaient procédé à la demande en temps et lieu. Donc, il y a d'autres vagues qui vont suivre. Puis, parmi les joueurs les plus contents qui doivent faire la fête, on a Blair Hinkle qui, lui, avait publiquement affirmé qu'il y avait 1,1 million de dollars sur la salle. Ouais. Et puis, John Goldman, Daniel Cates, on ne sait pas exactement combien il y avait, mais selon les rumeurs, ça dépasserait encore ce montant-là. Donc, deux joueurs qui doivent être très soulagés aujourd'hui. Incroyable. Une petite bière fraîche pour fêter ça, je pense que c'était pas de refus. J'en doute pas. Écoute, on va rester un peu dans le milieu en ligne, justement. Là. Il y a PKR, entre autres, qui a décidé d'abandonner son rakeback linéaire. Oui, tout à fait. Écoute, c'est un modèle que PKR avait conservé beaucoup plus longtemps que les autres salles. On s'en souvient dans le temps des bonnes années de Full Tilt avec tous les joueurs qui avaient 27% de rakeback. Toutes les salles se sont ensuite, ou presque toutes les salles livrées dans une lutte de qui est-ce qui offre le meilleur rakeback. Même ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des salles du même réseau qui se faisaient compétition, entre autres sur ePoker où c'était ridicule. Une salle ouvrait puis offrait 1% de plus et puis on voyait tous les joueurs migrer d'une salle à l'autre. Même si c'est pour le même réseau, donc personne n'y gagnait réellement. Les salles en tant que telles, oui, mais ce qui est arrivé avec le modèle du rakeback, et ça a fait très mal à l'industrie avec du recul, c'est que ces salles-là, justement, dépensaient des fortunes pour redonner aux joueurs, pour justement essayer de gagner sur la compétition, mais avec une méthode essentiellement de retour d'argent. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a atteint évidemment des sommets, et ce qui voulait dire que les salles avaient plus d'argent pour faire du marketing traditionnel, plus d'argent pour assurer qu'il y ait de nouveaux joueurs, des joueurs récréatifs, ceux qui maintiennent l'écosystème poker en vie. Donc on s'est ramassé avec des salles pleines de réguliers, des parties moins bonnes, et puis un modèle qui a été voué à mourir, puis PKR en est le plus récent exemple, malheureusement. Oui, gars, c'est quand même un chapitre qui se tourne. Ils vont pouvoir travailler fort pour essayer de regagner les joueurs qui ont perdu, peut-être par rapport à ça, puis d'être créatifs dans le fond, parce que le poker est sans cesse en évolution. Alors, il y a sûrement d'autres produits ou d'autres façons d'organiser des tournois qui vont avoir autant de succès. Fait que c'est à suivre là, dans les prochains mois, bien évidemment. Clairement, c'est ce que les salles essaient de toute façon. Si on regarde PokerStars, la seule salle qui n'a jamais embarqué dans le modèle, elle domine sur toutes les autres présentement, et puis les party poker de ce monde aussi. Donc, clairement, ce n'est qu'un autre indice de la révolution de ce modèle-là. Philippe, on a fait pas mal le tour de l'actualité, mais j'aimerais ça te lancer un défi. J'en ai parlé un peu, mais j'ai été très bref, j'en ai pas trop donné. Et d'ailleurs, le défi, je le donne pas juste à Philippe, je le donne à tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement ou qui vont écouter l'émission en archive. J'ai pensé à quelque chose. C'est drôle, hein? J'étais en train d'écouter le soccer avec mon gars en fin de semaine. Puis là, on parlait des pays. Parce que mon gars, écoute, il connaît tous les capitaux du monde. Puis c'est un fan de géographie. Puis les drapeaux, il peut te les nommer quasiment sur le bout des doigts. C'est hallucinant, tu sais. Puis là, il me parlait de la Coupe du monde de soccer, nanana. Puis tout. J'ai fait, hey, c'est pourquoi qu'il n'y aurait pas une Coupe du monde de poker? S'il y en avait une, ça ressemblait à quoi? Fait que moi, l'idée que j'ai eue en arrière tout ça, et c'est le défi que je vous lance, vous, chers auditeurs et Philippe, j'aimerais ça que vous essayiez de conceptualiser 5 équipes qui représenteraient les 5 continents. Donc, une équipe du Canada, de l'Amérique, une équipe de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie. Dans chaque équipe, vous devrez choisir 3 joueurs. Et parmi les 3 joueurs, il devrait avoir un capitaine. OK. OK? Ça va me faire plaisir de me prêter au jeu. Il n'y aura pas rien d'autre que ça, mais juste le fait de penser à dire, OK, quels sont les 3 meilleurs joueurs que je pense en Amérique qui seraient les meilleurs pour représenter le poker, et ainsi de suite. Moi, je trouve que l'exercice est intéressant. D'ailleurs, je n'ai même pas commencé à faire mes recherches et à penser un peu mes affaires. J'ai déjà une couple de noms en tête pour une couple d'équipes. Mais donc, aux prochaines émissions, on pourrait comparer justement les équipes qu'on a faites puis en débattre. C'est parfait. On se garde ça pour notre prochain rendez-vous.
Exact, parfait. Puis ceux qui nous écoutent, ben si jamais vous décidez de vous prêter à l'exercice, vous pourrez partager aussi vos équipes, soit sur la page Facebook ou en parler justement en chat, en direct sur le site de radiopoker.ca. Donc, c'est un challenge que je lance à tout le monde. Puis avant de terminer l'émission, Philippe, parce que ça va se terminer bientôt, j'aurais une question. Je t'ai pas posé la question durant l'entrevue avec Jonathan parce que justement, on avait tellement d'affaires à discuter avec lui. D'ailleurs, j'ai encore plein de questions que j'aurais aimé poser, mais on n'avait pas eu le temps. Ça a roulé tellement vite. Mais j'aurais aimé ça te poser la question concernant le rôle de gérant. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Philippe est le gérant de Jonathan Duhamel. Et je me suis toujours demandé, en tant que gérant d'un joueur professionnel, pas nécessairement de Jonathan, mais d'un joueur professionnel, qu'est-ce que ça implique comme travail global d'être un gérant? C'est un travail que je fais avec Yves Bouchard depuis que Jonathan a atteint la table finale en 2010. C'est pas un travail avec lequel on avait de l'expérience a priori, mais on avait quelque chose, par contre, c'est une présence puis une expertise au Québec. Nous, le rôle qu'on s'est donné avec Jonathan, c'est toujours de maximiser son rayonnement ici au Québec. Donc, je vais te dire ce qu'on fait pas. On s'occupe pas du poker de Jonathan. Jonathan, on n'a rien à lui montrer question poker. Et c'est lui, en général, évidemment, on peut discuter de quelle présence est la plus pertinente face à un tournoi ou un autre. Mais ça, en fait, ce qu'on désire faire, c'est que Jonathan puisse se concentrer à 100% sur son poker, le succès, et le reste, ça passe par nous. Donc, il n'y a pas une semaine qui est pareille. C'est sûr qu'on fait énormément le pont entre ses commanditaires et lui. Mettons, là, il y a un tournoi majeur à telle place. PokerStars, bien évidemment, aimerait ça qu'il se présente à ce tournoi-là. Il va avoir des conférences de presse, des entrevues et tout ça. Est-ce que vous gérez ça ou c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur qui le fait? On le fait quand ça se passe en sol québécois parce que notre expertise est très forte ici avec tous les acteurs du Québec. Donc, on est capable de faire la meilleure des jobs pour le faire. Ceci dit, PokerStars, c'est une énorme machine. Donc, ça ne donnerait rien d'accompagner Jonathan en France et puis d'essayer de faire le travail de PokerStars. Ils sont déjà excellents pour créer ces rouages-là. Donc, non, on reste au niveau local et puis on essaie de maximiser son rayonnement ici. Pour le reste, PokerStars fait un job formidable pour les arrêts à travers le monde qui jouent. Bon, ben écoute, ça m'éclaire un peu sur le sujet parce que, tu sais, je suis peut-être pas le seul qui se demandait à quoi ça consistait, mais là, tu as répondu quand même de belle façon à la question. Il y a plein de choses que ça implique, mais écoute, je suis persuadé qu'à travers les semaines, tu vas en découvrir un peu plus à chaque fois, puis ça permet d'avoir certaines anecdotes aussi à travers le temps, donc je suis persuadé qu'on pourra avoir des trucs comiques à se partager dans le futur. Oh, j'ai déjà hâte d'entendre ça. Ben écoute, Philippe, c'est déjà tout pour l'émission. Merci encore d'avoir co-animé avec moi cette émission 2.0 de Radio Poker. Merci à tous les auditeurs d'avoir été là, nous avoir écoutés fidèlement pendant toute l'émission et d'avoir aussi participé. Certains d'entre vous l'ont fait via le chat en direct sur radiopoker.ca. Dans les prochains jours, il va y avoir l'émission qui va être mise en archive, donc vous pourrez y avoir accès et l'écouter, la réécouter comme bon vous semble. Et j'allais oublier quelque chose, par exemple, à dire. Tantôt, on a parlé poker, tu sais, j'ai fait quelques petits tournois de poker là, dernièrement, puis j'ai parlé à un de mes chums qui s'appelait Stéphane Dubé. Puis Stéphane Dubé, c'est un gars de mon coin qui joue au poker, puis dernièrement, j'avais fait la radio, puis l'émission avait eu lieu, puis nanana, puis on a bifurqué à un moment donné sur les tables de poker, parce que je savais pas que lui, il en faisait des tables. Et honnêtement, j'ai vu des photos de ces tables qui sont vraiment, mais vraiment très beaux. Et ce que j'ai su aussi, c'est que lui, il peut en faire. Si jamais il y a des gens qui veulent en faire, lui, il peut les faire. Si vous voulez en savoir plus, il m'a donné son adresse email. Du coup, je vais le donner parce que je trouve que ça vaut la peine, parce qu'il fait une super belle job. Son adresse email, c'est assemblage SD, S comme Serge, D comme Daniel, .com, et c'est une page web et il y a un onglet table de poker, puis il y a des photos justement sur ce qu'il peut faire. Fait que allez faire un tour, ça vaut la peine. Puis si jamais vous en voulez une, bien, vous avez les coordonnées à ce moment-là pour entrer en communication avec lui. On s'excuse pour les petits problèmes qu'on a eus, mais on vous promet que ça va être réglé dès la prochaine. Et puis le chat aussi, avec les 10 personnes maximum, ce ne sera pas le cas quand on va avoir une entrevue, on l'espère en direct dès la prochaine émission. Exact. Donc là-dessus, passez une belle fin de soirée. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine, merci. Bye bye.
Cette émission était une présentation de princepoker.com.